Bon, bienvenue à tous. Bonjour, merci d'être présent à ce webinaire qui est organisé par les acteurs du logement d'insertion, qui regroupe donc la FAPI, Solia, l'UNAFO et l'UNAGE, et qui se déroule ce webinaire dans le cadre de la semaine organisée par la DIAL sur le bilan du plan Logement d'abord et notamment de son volet 2. Euh, les ALI, c'est donc quatre unions qui regroupent au total plus de 1000 associations, 1000 organisations, 1000 acteurs engagés pour développer, gérer, faire fonctionner du logement d'insertion, c'est-à-dire de l'intermédiation locative, des résidences sociales de type pension de famille, résidence accueil, résidence sociale généraliste, jeunes actifs et évidemment résidence sociale, foyer jeunes travailleurs, habitat jeune. Je pense que j'ai oublié aucun dispositif. Comme vous le voyez, c'est une grande diversité. Et l'objectif de ce webinaire, c'est d'essayer de vous présenter un peu plus, un peu mieux, un peu plus concrètement, avec des gestionnaires, des élus, des résidents aussi, de vous présenter plus concrètement la plus-value du logement d'insertion, évidemment pour les personnes logées, mais aussi pour l'ensemble des territoires. Donc, comme je le disais, les ALI, c'est 1000 acteurs, 1000 acteurs associatifs principalement engagés dans l'ensemble des territoires, y compris en Outre-mer. Alors, je crois qu'on a peu de représentants de l'Outre-mer aujourd'hui ici, peut-être en raison de l'heure, mais en tout cas, les ALI sont bien présents, y compris en Outre-mer. C'est plus de 300 000 logements gérés par l'ensemble des adhérents de nos unions pour loger à peu près 450 000 personnes. C'est aussi près de 20 000 salariés qui, au quotidien, agissent pour accompagner les personnes logées. Et merci à l'Outre-mer d'être présent, y compris aujourd'hui et malgré peut-être l'heure. Les ALI, c'est évidemment des études, des réflexions, des mobilisations qui sont menées, notamment dernièrement sur les femmes et le logement d'insertion, qui continue à nous mobiliser, à être un sujet d'étude. C'est vrai que le logement d'insertion est quand même au cœur du plan Logement d'abord 2, Logement d'abord 1 déjà, avec l'IML, l'intermédiation locative et le développement des pensions de famille et des résidences accueil. Encore plus dans le volet 2, avec le rajout d'objectifs ambitieux sur le développement des résidences sociales généralistes et foyers de jeunes travailleurs. Et donc, il nous semble toujours important d'en faire le bilan, de présenter un peu ces différents dispositifs. Et donc, on va tout au long de ce webinaire, qui va durer à peu près 1 heure et demie, vous présenter l'ensemble des différents dispositifs. Mais on va commencer ce webinaire avec l'intervention, en tout cas des échanges avec Manuel Hénin, qui est adjoint au délégué interministériel à l'hébergement et à l'accès au logement. Peut-être pour déjà nous rappeler pourquoi la DIAL organise cette semaine à mi-parcours et quel bilan fait la DIAL de ce volet 2 du plan logement d'abord. Merci Arnaud. Bonjour à tous. Merci évidemment aux acteurs du logement d'insertion pour l'organisation de ce temps d'échange sur un sujet si important. Effectivement, dans le cadre de ces journées de bilan du deuxième plan logement d'abord, alors bilan à mi-parcours, puisqu'on est sur un plan quinquennal comme le premier plan de 2023-2027. Et donc à mi-parcours, il nous semblait vraiment intéressant de se réunir et de regarder un petit peu en arrière et aussi de se projeter en avant pour décider ensemble, évidemment, des efforts et des chantiers, des travaux qu'il nous fallait mener dans les 2 années à venir pour continuer d'accélérer les actions et augmenter l'impact sur ces mesures du plan logement d'abord. Alors,
Nous avons publié hier un premier bilan un petit peu extensif avec beaucoup d'exemples. On va continuer à publier des données chiffrées. Je ne vais pas vous assommer de ces chiffres aujourd'hui, mais je voulais peut-être réagir finalement autour de cette question du logement d'insertion. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé le titre qui a été choisi pour cette séquence. Tout le monde a besoin du logement d'insertion. C'est un titre qui me parle, qui m'a beaucoup parlé tout de suite parce que évidemment, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est l'utilité sociale du logement d'insertion. Ce sont des logements abordables, dignes, dans la cité, dans la société, pour celles et ceux qui éprouvent des difficultés pour accéder au logement ou pour s'y maintenir, avec des personnes logées et accompagnées dans toute la diversité de leurs profils et de leurs besoins. On pense aux familles monoparentales, aux travailleurs dont le salaire ne leur permet pas de se loger aisément sur le parc locatif classique. On pense bien sûr aux personnes isolées qui ont connu des longs parcours d'exclusion, parfois la rue, aux jeunes apprentis, jeunes actifs, jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. On pense aux femmes victimes de violences qui ont pris la décision courageuse de quitter leur domicile conjugal et de manière plus globale à toutes ces personnes qui, pour des raisons très personnelles, très singulières à chaque fois, ont besoin à un moment donné de leur vie d'un appui, d'un soutien pour habiter leur logement et rebondir, se reprojeter dans l'avenir. Et le logement d'insertion est vraiment là pour répondre à l'ensemble, cette diversité, cette variété de parcours de vie qui est absolument euh, voilà, très représentative hein, de l'ensemble de la société. Ça illustre aussi, je crois, l'adaptabilité des professionnels qui y travaillent et qui soutiennent et qui accompagnent au quotidien les résidents. Donc, bien sûr, l'utilité sociale du logement insertion, elle ne fait pas de doute, mais on va en échanger ce matin. Mais je voulais aussi, tout de suite, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est aussi de me dire que les pouvoirs publics ont besoin du logement d'insertion tant les acteurs de ce secteur sont des relais incontournables de nombreuses politiques de l'habitat. Évidemment, sur le champ de la production et de la rénovation, avec la maîtrise d'ouvrage d'insertion et les compétences si particulières, si spécialisées qui sont associées, sur le champ de la gestion immobilière et du conseil aux propriétaires privés, avec notamment le mandat de gestion à vocation sociale et la promotion des dispositifs incitatifs de modération de loyer. C'est vrai, Arnaud l'a dit, le développement de l'intermédiation locative a été l'un des grands succès du logement d'abord et nous continuons dans cette direction pour soutenir encore plus et mobiliser encore plus de logements dans le parc privé en complément des solutions dans le logement social ordinaire. Et puis, les pouvoirs publics ont besoin du logement d'insertion et des acteurs du logement d'insertion parce que c'est un réseau, effectivement, ça a été dit, plus de 1000 acteurs, un réseau d'associations toujours présentes pour mettre en œuvre les grandes politiques publiques. J'ai envie de dire, hier, c'était la construction des foyers de travailleurs migrants. Aujourd'hui, c'est la production de foyers de jeunes travailleurs, de résidences sociales, de pensions de famille, de résidences accueil. Et les acteurs sont toujours au rendez-vous. J'ai dit que vous n'allez pas vous assommer de chiffres, donc j'en ai choisi qu'un seul. Je voulais mettre en avant ce chiffre qui n'est pas forcément connu, ou du moins dont on n'a pas forcément conscience. C'est sur le total d'agréments, donc PLAI, donc les logements les plus sociaux produits. Sur le total d'agréments PLAI octroyés ces 4 dernières années, par exemple, 30% l'ont été pour des produits spécifiques de type résidence sociale, pension de famille foyer de jeunes travailleurs, logement PLI adapté. 30%. C'est loin d'être anecdotique. Je crois que ça signifie que les acteurs du logement d'insertion, qu'ils soient organismes en maîtrise d'ouvrage d'insertion ou gestionnaires adossés et en partenariat avec des organismes HLM, sont un véritable moteur de la production de logements très sociaux dans le pays. Et on peut toujours penser qu'on doit faire plus, et c'est une évidence, mais ces chiffres sont là pour nous montrer que les acteurs du logement d'insertion sont au rendez-vous. Et je crois que ce chiffre est d'autant moins anecdotique qu'on sait que parfois les opérations sont petites, voire très petites. Et donc, ça prouve finalement ce très grand nombre d'opérations qui au quotidien sont menées. Peut-être Au cœur sans assommer de chiffres, enfin peut-être que c'est prévu, mais il y a des chiffres aussi dévoilés hier sur la production de résidences sociales, de pensions de famille qui peut être intéressant aussi peut-être à communiquer.
Oui, oui, tu as raison. Bah, alors, on a mesuré, effectivement, on est plutôt sur une dynamique intéressante hein, sur la production de nouveaux projets en résidence sociale en foyer de jeunes travailleurs, avec plus de, je crois qu'on est autour de 12 000, ou entre 12 et 15 000, je crois, hein, logements nouveaux qui ont été agréés. Donc, on est au premier stade hein, de la production, mais néanmoins, c'est important de montrer qu'il y a des projets qui sont portés, qui sont pensés, qui sont aussi inscrits dans des opportunités foncières, dans des communes, avec des élus locaux, etc. Donc sur les résidences sociales et foyers de jeunes travailleurs, sur les pensions de famille, on a aussi une très grande dynamique sur les projets nouveaux. Après, c'est évident que le défi sur la production, c'est d'aller jusqu'au bout. Et vous le savez mieux que moi, c'est de porter ces projets jusqu'à leur concrétisation, jusqu'à leur mise en service. Et on sait que l'aléa, il est très grand. Et je le dis tout le temps, le logement d'insertion en production, c'est le cumul des difficultés de l'immobilier, des difficultés du logement social et, si on zoome encore plus, des difficultés spécifiques du logement d'insertion, puisque on sait que vous portez des projets immobiliers qui sont aussi atypiques, spécifiques, avec notamment des espaces collectifs avec du 100% PLAI, enfin voilà, beaucoup de spécificités qui font qu'il y a aussi un cumul de difficultés. Mais je pense que vous pourrez parler aussi de ces sujets et des leviers peut-être que l'on peut encore creuser ensemble pour améliorer la production. Et enfin, je voulais dire que on a besoin du logement insertion. Ce sont les territoires et la société dans leur ensemble qui ont besoin du logement insertion. Nous avions travaillé avec l'UNAFO sur une étude qui visait à mesurer la contribution socio-économique des résidences sociales sur les territoires. Et je crois que loger des personnes en difficulté économique et sociale, ce n'est pas créer de la précarité dans une ville. C'est au contraire, c'est créer de la cohésion, c'est créer de la valeur collective. Et je pense qu'il suffit d'aller visiter des résidences pour comprendre l'ancrage dans les quartiers, la contribution à la vie sociale, à la vie du voisinage, à la vie économique du quartier et des communes. On a, je crois, une belle réussite collective aussi sur ces dernières années. C'est la Semaine nationale des pensions de famille dont on a fêté la cinquième édition cette année en 2025 et qui est désormais un événement attendu chaque année qui permet d'ouvrir en grand les portes de ces lieux si vivants, si chaleureux et de convaincre encore plus et toujours sur l'utilité. Donc voilà, effectivement, je pense que tout le monde a besoin du logement d'insertion. Ouais, Arnaud. Non, peut-être, effectivement, tout le monde en a besoin. On a fait un rapide bilan un mi-parcours. Et effectivement, il y a le dossier de presse de la Dial aussi, où tout le monde pourra aller voir et on doit pouvoir le mettre sur le chat aussi. Mais peut-être dans les enjeux qui viennent, alors sans parler des enjeux à très court terme de la loi de finances, mais les enjeux aussi, même si on peut en parler aussi, mais des enjeux au moins d'ici la fin du plan logement d'abord, et qui, on l'espère, se perdurera aussi, puisque je pense qu'on est tous ici convaincus que ce n'est plus qu'un plan, c'est une vraie politique publique maintenant qui doit perdurer. Peut-être par rapport au logement d'insertion, les enjeux futurs. Ah, les enjeux, ils sont je dirais malheureusement quand même assez nombreux si on veut soutenir le logement d'insertion et permettre son développement. Euh, il y a de manière assez évidente, évidemment, les enjeux de la production, on en parlait tout à l'heure, mais un cumul d'aléas et de difficultés potentielles et parfois très réelles qui font de la production, je le sais, à chaque fois pour chaque projet un défi. Évidemment sur l'accès au foncier, évidemment sur le coût de la construction et l'équilibre économique, sur l'équilibre et la position d'équilibre entre le gestionnaire et le bailleur, sur la solvabilité aussi hein, des résidents. Et on sait qu'aujourd'hui, et ce sont des discussions que l'on a commencé à avoir, mais qu'il faut vraiment qu'on accélère, on a quand même un choix à faire entre c'est un choix de société, mais aussi un choix politique entre finalement faire payer le résident, voilà, et avec des redevances plus dynamiques notamment,
faire payer la collectivité avec des aides personnelles qui augmenteraient pour absorber éventuellement cette augmentation des redevances, et puis protéger une santé financière pérenne des gestionnaires. C'est évidemment là un, un- un choix, des choix que l'on doit faire pour savoir finalement quels sont les bons curseurs et comment on convainc aussi éventuellement s'il faut mettre de la ressource publique, que cette ressource publique, c'est là qu'on doit l'investir. Donc ce sont des chantiers qui sont pas forcément évidents. Il y a quand même beaucoup de choses à objectiver, je crois aussi sur la santé financière du secteur, hein, notamment le secteur de logement géré en résidence, hein, résidence sociale, foyer, pension de famille, etc. Peut-être aussi la diversité de ce réseau fait la diversité des situations, et c'est un sujet, à mon avis, que l'on doit creuser ensemble. Est-ce qu'il y a des acteurs qui, aujourd'hui, s'en sortent mieux que d'autres ou moins bien que d'autres, et comment est-ce qu'on peut penser l'avenir là-dessus. Après, sur le secteur de la gestion immobilière, plutôt gestion pour compte de propriétaires privés, là, on a évidemment un sujet de déconnexion des loyers du privé avec les ressources des personnes que l'on aspire collectivement à loger. Et donc, évidemment, une discussion, mais je ne sais pas si elle est soluble, hein, entre les mécanismes d'incitation euh, qui évidemment permettent à vos associations de capter des logements et de les mettre en location, et finalement l'ambition qu'on porte qui est de est-ce qu'on veut finalement payer les propriétaires encore plus pour loger des personnes en plus grande difficulté. Là, c'est vraiment aussi, ça renvoie à des choix politiques et des choix et des options politiques autour de la modération des loyers dans le parc privé. Donc, on est évidemment, je crois, sur le logement d'insertion comme sur beaucoup de politiques publiques, comme sur le logement social en général, dans des croisements d'enjeux très techniques, de gestion, d'équilibrage économique, peut-être de trouver des leviers d'amélioration des équilibres, etc., à notre niveau technique, et des enjeux très politiques, et est-ce que l'on souhaite produire et comment on peut mieux produire dans les communes, voilà. Donc je brosse les sujets. Je pense que très très concrètement, il faut qu'on continue à travailler sur le modèle économique, sur les modalités d'orientation et aussi s'assurer qu'on arrive à trouver les bons équilibres pour ne pas fragiliser ce réseau qui est un réseau très précieux. Merci beaucoup Manuel. Alors effectivement, les sujets sont brossés, mais on aura d'autres occasions que le webinaire d'aller plus au fond de l'ensemble de ces sujets. En tout cas, merci pour cette introduction et pour cette semaine de webinaire. Alors effectivement, le titre de notre webinaire, c'est Tout le monde a besoin du logement d'insertion. Et vous avez bien compris, parce que parmi les 300 inscrits, on a des représentants évidemment de collectivités territoriales, villes, métropoles, des départements aussi, des représentants des échelons de l'État, des DETS, des DRETS, quelques bailleurs aussi, quelques SIAO, évidemment, des associations, des organisations. Et en tout cas, évidemment, tous ces partenaires ont besoin du logement d'insertion et c'est grâce à vous tous qu'on peut évidemment répondre aux besoins des personnes logées en développant les différents dispositifs. Comme je vous l'ai dit, dans ce webinaire, on va aborder un peu à la suite, vous présenter les différents dispositifs. N'hésitez pas, si vous en avez, à poser des questions essentiellement sur le chat. On en prendra un peu et où on répondra directement, mais n'hésitez pas à le faire. Alors, on va commencer à présenter et à discuter, échanger autour des pensions de famille. Pensions de famille et résidences accueil, qui sont des résidences sociales, qui sont peut-être un peu mieux identifiées que d'autres dispositifs, puisque comme ça vient d'être appelé, on a une semaine tous les ans sur le sujet. On vient de faire la cinquième.
Et on va en parler donc avec Olivier Latissière, qui est directeur des pensions de famille de Solia, Centre Val-de-Loire. Il y a 8 pensions de famille de Solia dans le centre Val-de-Loire, dont notamment deux à Tours. Et puis aussi avec Sophie, qui est une résidente, une habitante, dit-on, à Solia, d'une pension de famille. Alors, Olivier, peut-être qu'on va commencer par vous. Peut-être rappeler en quelques mots, même si je pense qu'ici beaucoup savent ce que c'est, mais en quelques mots ce qu'est une pension de famille. Oui, bonjour. Pour faire très simple et très rapide, on peut dire qu'une pension de famille, bah, c'est une grande maison avec un dimensionnement familial. Donc c'est vrai qu'on prône en général des pensions de famille à une vingtaine, entre 20 et 25 places pour garder une dimension humaine. Les personnes qui vivent en pension de famille sont avant tout locataires, hein, puisqu'ils bénéficient des mêmes droits et devoirs qu'un locataire dans le parc classique. Ils ont leur clé de logement. Ce sont bien des logements et non pas des chambres. Et comme c'est du logement accompagné, en plus de ça, ben, ils bénéficient d'espaces communs. Alors, en tout cas, pour Solia Centre-Val de Loire, ces espaces communs sont comme une extension de leur logement et sont accessibles 24 heures sur 24. Et ce sont bien les habitants qui s'occupent collectivement de l'entretien de cette grande maison. Ces espaces communs bah, permettent de se retrouver, de reconstruire le lien social pour beaucoup de personnes qui en étaient privées avant leur entrée en structure. Nous, on est sur un principe de repas partagé quotidien, hein, préparé par les habitants et partagé entre eux. On a également, bah, c'est un lieu d'activité, d'échange, de rencontres, puisque les pensions de famille sont des structures ouvertes, hein. On accueille des partenaires, des intervenants et sous la houlette bienveillante d'une équipe professionnelle, donc une équipe d'hôtes. En général, ils sont deux par pension de famille et voilà, qui ont pour mission globalement de faire l'animation collective du lieu dans tous les sens du terme, hein, dans l'idée de stimuler aussi le groupe d'habitants, d'être dans la bienveillance de la cohésion du groupe et de les faire avancer sur des projets, des sorties, des activités, sur l'amélioration aussi du fonctionnement de leur propre structure, hein. Dans nos structures, les habitants de pensions de famille participent à l'écriture de leur propre règlement de fonctionnement, ce qui fait que sur les 8 pensions Solia Centre-Val de Loire, on a un tronc commun, mais chaque pension a sa spécificité dans son fonctionnement, qui est lié au groupe d'habitants, au lieu où ils vivent, etc., etc. Merci. Alors on peut rappeler de manière générale que le premier plan logement d'abord avait déjà un objectif de 10 000 logements en pension de famille qui a été renouvelé dans le volet 2 du plan logement d'abord, évidemment dans tous les départements, et y compris en Outre-mer, une fois encore. Alors, je crois qu'on a la chance d'avoir une habitante de la pension de famille qui a bien voulu être présente et témoigner. Sophie, alors Sophie, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que vous trouvez dans la pension de famille, effectivement, avec cette vie à la fois collective, mais en ayant un chez-soi, avec l'accompagnement des autres de pension de famille? Oui, bonjour. Bonjour. Euh, Ce que je trouve, c'est donc des hôtes. Il y a une présence rassurante. Et puis après, oui, c'est ce qui est bien, c'est qu'on peut, enfin, Solia, en fait, on peut avoir son animal de compagnie. Ça peut être chien, chat. Donc ça, c'est pas dans toutes les pensions, en fait. Voilà. Et sur Euh, la vie collective, vous arrivez à justement à être le fameux slogan des pensions de famille, c'est être chez soi mais pas tout seul. Est-ce que le pas tout seul, justement, vous semble intéressant? Vous arrivez à avoir une dynamique collective, à faire des actions, des activités ensemble? oui, bah oui, on fait des. Ça peut être très bien, on peut faire des séjours à Avignon et on fait des projets. On peut faire des, par exemple, Avignon, qu'est-ce qu'on a fait? On fait un projet théâtre et tout ça. Donc après, c'est ça sur plusieurs mois.
Et puis après, on présente ça à Avignon fin septembre, mais c'est tous les 2 ans. Ah, vous êtes allé au festival, c'est pas du luxe, vous allez y Alors, aller? enfin, c'est pas en lien avec Avignon, enfin, c'est pas, oui, Non, non, oui, c'est pas du luxe, oui, c'est ça, oui. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. et vous êtes à la pension de famille depuis combien de temps? Moi, ça fait 8 ans. 8. Ouais. Et donc c'est aussi, enfin, pour tout le monde, l'occasion de rappeler, si, à ceux qui ne le savent pas, la particularité des pensions de famille par rapport aux autres résidence sociale, c'est que les habitants, comme Sophie, peuvent y rester. Enfin, il n'y a pas de délai, c'est un logement pérenne. Et donc, vous pouvez y rester, aménager votre logement. Je vois évidemment, vous avez mis des cadres chez vous derrière C'est euh, ça. pour pour être chez vous. Bah, écoutez, merci beaucoup, merci Sophie. Peut-être Olivier, bon évidemment, vous portez les pensions de famille, j'imagine, mais dans les discussions avec les élus, les partenaires, est-ce que vous identifiez des blocages ou des leviers à mettre en avant? Alors oui, effectivement, avec les élus, c'est pas toujours simple puisqu'il faut les convaincre du bien fondé d'une pension de famille. Alors très souvent, les élus sont sensibles à l'idée qu'on réhabilite un bâtiment qui autrement n'aurait pas d'autre utilité dans certains quartiers. Nous, c'est vrai qu'on fait le choix d'être dans des quartiers plutôt résidentiels ou proches du centre-ville, en tout cas qui ait une accessibilité aux services le plus facile pour les habitants. Euh, les élus, on arrive à les convaincre à partir du moment où on leur fait visiter une pension de famille existante et qu'ils discutent avec les habitants. Très souvent, c'est les habitants finalement qui arrivent à convaincre les élus du bien fondé d'une pension de famille. Ça a été le cas pour la pension de famille d'Orléans où les élus étaient un peu sceptiques. Ils sont venus sur deux pensions de famille sur Tours. Ils ont échangé avec les habitants et ont pu constater sur place que ça se passait bien, que les groupes étaient bienveillants entre eux et qu'il y avait une vraie solidarité et que bah, ces personnes étaient inscrites dans le quartier, qu'elles menaient leur vie. Une fois qu'elles avaient repris confiance en elles, qu'elles s'étaient reconstruites, elles devenaient des citoyens comme tout à chacun, actifs dans leur cité, dans leur quartier, avec de bons liens de voisinage tout le temps. Alors un exemple. Par exemple, sur Châteauroux, on avait eu une fronde des riverains au départ, hein, puisqu'il y avait une méconnaissance du dispositif. Donc, il y a eu des réunions publiques où on a pris le temps d'expliquer, avec l'appui du maire, par contre, qui était vraiment partie prenante du projet. Et aujourd'hui, bah, c'est les mêmes personnes qui étaient en fronde contre cette pension de famille viennent boire un café régulièrement avec les habitants le matin. Donc voilà, il faut juste laisser un temps de compréhension. C'est vrai que le dispositif reste malgré tout méconnu du grand public. Et bon, la Semaine nationale des pensions de famille est un levier, mais c'est vrai qu'on a encore beaucoup de travail de communication à faire voilà, pour dire que ce logement accompagné qui est proposé en pension de famille est une vraie solution de logement. Merci Olivier. Alors ça a été dit, effectivement, parfois, souvent même, mais dans l'ensemble des dispositifs, on peut avoir des craintes des riverains qu'il faut accompagner, qu'il faut expliquer. Et pour ça, le tandem ou la conviction, en tout cas, des élus est essentiel pour les pensions de famille, mais pour le reste aussi. Donc, on aura l'occasion d'en parler avec des élus tout au long du webinaire. Mais les élus qui sont là, a priori, sont convaincus. Mais n'hésitez pas à prendre par la main des élus que vous connaissez, qui le sont un peu moins. Et vous trouverez toujours des gestionnaires, des associations qui sont prêts à ouvrir leurs portes pour vous montrer ce qu'est une pension de famille ou ce qu'est aussi une résidence sociale, d'autres types de résidences sociales. Merci Olivier et Sophie. Alors le timing serré ne nous permet pas d'avoir plus d'échanges, mais en tout cas, je pense qu'on a eu une vision à peu près euh, clair de l'apport des pensions de famille, des petites structures, un logement pérenne, avec le rôle des hôtes. Alors effectivement, on n'a pas pu aborder beaucoup de sujets, notamment sur les difficultés de développement. On a parlé un peu du rôle de la conviction des élus, du voisinage, mais on a aussi
et la difficulté pour développer des pensions de famille, la difficulté à trouver du foncier, et d'où là aussi le rôle des élus et pour aider à trouver du foncier. Les gestionnaires, les élus, les partenaires, les bailleurs que j'ai oublié de citer sont souvent motivés pour développer des pensions de famille, mais encore faut-il trouver du foncier, notamment dans les zones tendues. Alors on va passer maintenant à une présentation toujours d'une résidence sociale, mais de ce qu'on appelle résidence sociale généraliste avec Sylvain Rastoin, qui est directeur de Vivacité, une association qui gère des différents types de résidences sociales, qui vient d'ailleurs d'ouvrir récemment une pension de famille aussi, mais là on va centrer sur les résidences sociales, qui est dans le PACA, plus particulièrement en Bouches-du-Rhône, mais pas que. Sylvain Rastoin, quelques mots sur l'association, mais aussi plus généralement sur la plus-value, l'utilité sociale des résidences sociales. Avec le micro, c'est toujours mieux. Excusez-moi pour ce faux départ. Oui, merci pour ces paroles. Euh, Vivacité, quelques mots. C'est un acteur historique du logement d'abord, puisque nous venons de fêter nos 70 ans. On s'est appelé longtemps Allotra, on s'appelle maintenant Vivacité. Nous gérons des résidences sociales depuis très longtemps. Une pension de famille, tu viens de le dire. Nous avons d'autres types d'interventions sur des formes d'habitat très différentes. Par exemple, nous intervenons et de plus en plus auprès de gens du voyage sur la gestion des aires d'accueil, puisque c'est aussi un public qui a une relation spécifique et un problème spécifique d'habitat. Et puis, nous avons également toute une partie de direction d'innovation sociale, d'ingénierie sociale et de conseils apportés aux associations, un accompagnement au public et un accompagnement également des collectivités sur des sujets relatifs à l'habitat. Donc, un peu plus d'un millier de logements et, c'est important pour nous, un agrément maîtrise d'ouvrage d'insertion qui nous permet une autre forme d'intervention et de développement sur le logement. La résidence sociale, celle que nous gérons, une dizaine sur le territoire des Bouches-du-Rhône, mais toutes celles de France, une résidence sociale, ce n'est pas une résidence dans laquelle on concentre beaucoup de problèmes sociaux. Une résidence sociale, c'est une résidence dans laquelle on développe du lien social. C'est de là que ça vient. Et je tiens à le dire parce qu'il y a beaucoup cette confusion où on imagine qu'on amène un problème quand on apporte des solutions avec ce type de réponse. Donc, une résidence sociale, c'est d'abord du logement. C'est du logement autonome, comme vient de le dire Olivier pour une pension de famille, qui est aussi une forme de résidence sociale. C'est d'une résidence sociale, c'est du logement autonome, abordable pour des personnes qui ont des ressources faibles ou qui ont des difficultés relatives à l'isolement social. Et cet isolement social, il est générateur d'exclusion et c'est ce que prévient le logement accompagné et la résidence sociale en particulier. Il a un tronc commun à travers toutes les résidences sociales que nous gérons, Vivacité, mais aussi toutes les autres, toutes celles de France, c'est qu'il pratique une gestion locative sociale, une gestion locative de proximité. Dans chaque résidence sociale se trouve une personne ou plusieurs personnes en charge de la gestion locative sociale, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de services contentieux dans ces établissements, on a des services sociaux, une gestion de proximité qui permet de suivre les difficultés que peuvent avoir les publics au quotidien, de les orienter vers les services extérieurs du quartier, les services culturels, les services sociaux, la vie économique du quartier, et également qui permet de suivre individuellement et avec chaque personne les difficultés qu'ils peuvent rencontrer ou les besoins qu'ils peuvent avoir en matière de gestion locative. Donc, c'est le travail qui se fait en proximité et l'idée, effectivement, c'est qu'on s'inscrit dans ce lien social et ces gestionnaires locatifs sociaux mènent également des activités relatives aux liens sociaux, des rencontres. Sophie nous a parlé de sorties tout à l'heure dans les pensions de famille. Ça existe aussi dans les résidences sociales, des réunions des résidents, parfois des repas partagés, des réunions de concertation, etc. Donc, il y a effectivement toute une vie sociale au sein d'une résidence sociale et c'est en tout cas celle de Vivacité, mais c'est toutes les résidences sociales. Plusieurs types de résidences sociales. On a vu que c'était une forme spécifique, la pension de famille, mais plusieurs publics qui peuvent être accueillis dans les résidences sociales. D'abord des résidences sociales généralistes qui mixent tous les publics en matière d'âge et de genre, bien sûr.
et dans lequel on peut faire vivre des solidarités intergénérationnelles, des solidarités entre les publics, et puis des services, et puis des résidences sociales parfois plus spécifiques. Je pense aux résidences sociales jeunes actifs qui s'adressent donc à des publics plus jeunes qui sont en début de parcours résidentiel, de parcours professionnel, ou des FJT, je crois qu'on en parlera un peu plus tard, des foyers de jeunes travailleurs qui s'appellent Résidence Habitat Jeune aujourd'hui, qui s'adressent aussi à ces publics avec un accompagnement un peu renforcé, qui permet toujours à ces publics de s'inscrire dans une logique de logement et de parcours résidentiel. On est sorti des logiques d'hébergement, sortez vraiment de cette idée que une résidence sociale serait de l'hébergement, ce n'est pas le cas. C'est du logement dans lequel on a ses aides au logement, dans lequel on vit de façon privative, dans lequel on est autonome, dans lequel il n'y a pas d'horaire. On ne doit pas rentrer ou sortir, on n'a pas de contraintes spécifiques liées à la vie dans son logement. Vous parliez tout à l'heure, Sophie, de la possibilité d'avoir des animaux. Oui, c'est effectivement un lieu dans lequel on peut avoir son animal, une résidence sociale normalement, et dans lequel on peut recevoir des amis et développer une vie sociale, évidemment. C'est le cas des résidences sociales de vivacité. Euh, un petit focus, Arnaud, si tu me permets, sur les enjeux pour le territoire du logement accompagné. Dans beaucoup de territoires, on constate une forte tension sur le logement et notamment le logement social, ou des problématiques, c'est le cas, nous en région PACA, il y a toute cette variété de besoins parce qu'on a une variété de territoires métropolitains parfois, de très grandes métropoles, très rurales parfois, périurbains aussi, des enjeux très particuliers liés à la saisonnalité, une bande littorale dont vous connaissez le caractère attractif pour le touriste en été, par exemple, et donc les besoins pour les saisonniers, les besoins pour les populations qui vivent là aussi de logements accompagnés. Donc, le logement accompagné, il répond à toutes ces problématiques-là et il peut amener une réponse adaptée à tous ces besoins, qu'ils soient des publics souvent isolés, c'est vrai, mais des publics qui ont besoin de logement pour quelques mois, pour quelques semaines ou pour quelques années effectivement, et qui s'inscrivent dans ce parcours résidentiel. Les enjeux locaux, ils sont évidemment la saisonnalité, ils sont les personnes qui ont des contrats courts. La résidence jeunes actifs ou le foyer jeunes travailleurs permet un logement pour un jeune qui est en CDD, qui est en alternance, qui a un contrat précaire ou à temps partiel. Et effectivement, ces formes de contrats avec lesquelles on a beaucoup de mal sur beaucoup de territoires à accéder à un logement privé, un logement social par défaut d'offres. Les logements sociaux sont peu adaptés à des publics isolés. Donc, effectivement, on répond à des besoins spécifiques des territoires importants. Euh, on constate, et nous on le constate chez Vivacité, qu'à chaque fois qu'on fait un projet et qu'on le réussit, et l'idée c'est de le réussir systématiquement, et c'est ce qu'on s'efforce de faire, c'est que c'est un travail collectif avec l'ensemble des parties prenantes, on l'a dit, on a parlé des populations environnantes, on peut parler des élus et des bailleurs. C'est un travail qui doit se mener ensemble, en amont de l'ouverture évidemment pour l'information au public, au territoire, pour expliquer aux populations et aux élus ce qu'on est. Et il est important qu'on ait ce partenariat très solide qui permet de développer des solutions qui sont adaptées au territoire. Parce que tous les territoires dans lesquels vous êtes et dans lesquels je suis ont des besoins de logements accompagnés. Il s'agit de personnes vieillissantes dans des logements qui ne sont plus adaptés, qu'il s'agisse d'un milieu rural avec des logements parfois anciens, parfois éloignés, qu'il s'agisse de villes dans lesquelles il y a des difficultés d'accès au logement ou d'accès au logement adapté pour des gens qui vivent dans des logements trop grands, trop chers, passeport thermique, etc., ou qui sont dans les solutions d'hébergement. Sur chacun de vos territoires, il y a des besoins et il y a une réponse adaptée dans les résidences sociales, dans leurs différentes formes. Et c'est en ce sens-là qu'on insiste toujours beaucoup, les acteurs des logements d'insertion et l'UNAFO, on insiste beaucoup, nos associations, sur le fait que ces résidences sociales, elles répondent bien à des solutions, elles apportent bien des solutions et elles ne sont pas en elles-mêmes des problèmes. C'est vraiment important qu'on les tous en tête. Toutes les études qui ont été faites, et notamment celles qui sont portées par l'UNAFO et que vous trouvez sur le site de l'UNAFO, montrent bien que ce lien qui est créé dans les résidences sociales, ce travail qui est fait, il favorise la stabilisation des parcours résidentiels pour des publics qui ont parfois du mal, encore une fois, à accéder à des logements de droit commun. Il prévient les ruptures et il soutient
et il soutient fortement et il améliore les parcours vers l'emploi, la santé, la formation, et encore une fois, celle des publics du territoire. Il ne s'agit pas d'exporter des difficultés ou d'importer des difficultés d'autres territoires. Vous le voyez très bien sur l'étude, je fais un peu de pub, Arnaud, pour l'UNAFO, mais on le voit, il y a quelque chose de très intéressant sur ces études et sur celle de l'impact socio-économique des résidences sociales que vous trouvez sur le site, où il y a des choses très concrètes, très chiffrées. C'est une démarche très pragmatique qui permet de vous montrer que sur ces territoires, euh, le logement accompagné a un impact fort. Donc, on répond aux besoins locaux, effectivement. Il y a une dynamisation du tissu local. Les personnes qui travaillent dans ces résidences sociales, dans ces pensions de famille, mais je parle des résidences sociales de vivacité d'abord, ce sont des gens du territoire, de la ville, du village, du quartier. On a des populations qui sont assez peu mobiles et qui consomment sur le territoire où elles s'implantent. Et les relations avec les commerçants environnants sont excellentes parce qu'on a des gens qui sont impliqués dans leur quartier et qui y vivent densément. Euh, et Est-ce qu'il y a on a bien compris de l'intérêt, j'espère voilà. que cette étude-là, on va pouvoir la mettre sur le site aussi, logementdinsertion.org, Mhm. et sur le chat. Mais quels sont les enjeux pour produire davantage ou les enjeux pour les Alors, résidences sociales? les enjeux, effectivement, on a parlé d'abord de l'accès au foncier tout à l'heure. C'est évident que selon les territoires, il y a une vraie difficulté et il faut qu'on arrive à allier l'ensemble, je l'ai dit tout à l'heure, des parties prenantes, bailleurs et élus locaux, notamment responsables territoriaux des services déconcentrés, pour faciliter l'accès au foncier, pour faciliter l'acceptation sur les territoires et d'abord celle des élus qui comprennent vraiment l'intérêt et le bénéfice que leur territoire va tirer de ces résidences sociales. Il y a un vrai enjeu d'acceptabilité des populations, mais qui se règle très bien, parce que c'est quelque chose qui se fait en amont, ça a été dit tout à l'heure, quand on prend des liens, quand on fait visiter, quand on accueille les publics, ça fonctionne bien. Donc, c'est un enjeu par rapport au territoire pour les populations qui sont souvent vieillissantes ou qui sont en précarité. Et il y a ce besoin, excusez-moi de le redire, ce besoin de pouvoir faire ce lien avec les responsables locaux, avec le territoire pour pouvoir offrir une offre diversifiée de logements. Euh, les, qui a été évoqué tout à l'heure, et je ferai référence avec une initiative sur notre territoire, des visites des élus, des visites des responsables des populations. Nous développons avec la métropole, la dette des Bouches-du-Rhône, une opération qui se mène là, dans quelques jours, qui sont des visites apprenantes, où on a un certain nombre de structures du logement accompagné qui vont accueillir et organiser la réception des élus, des populations pour faire visiter et faire comprendre l'intérêt de ces résidences. On a effectivement un enjeu de faire connaître pour pouvoir briser des barrières qui existent et qui ne sont pas forcément légitimes. Donc, voilà, toutes ces solutions qui permettent de montrer le bénéfice de logement accompagné, qui est une solution pérenne, qui est une solution qui est régulée avec du personnel sur place, qui est pérenne financièrement, qui est solide, même si ce modèle économique, on le confronte à une réalité qui n'est pas toujours simple. On est assez peu assujetti à des financements publics de subventions. On bénéficie d'abord de produits d'exploitation qui sont les loyers. Ça nous donne une pérennité et une solidité. Les enjeux aujourd'hui, c'est de consolider ces financements, c'est de renforcer ces partenariats. J'ai parlé des élus locaux, des bailleurs, de l'État, des services déconcentrés, mais aussi les SIAO, Services intégrés de l'accueil et de l'orientation. Il y a un accord qui cadre des conventions qui sont signées en ce moment entre les acteurs et elles formalisent ces accords qui doivent se faire avec les SIAO. Et puis le dernier enjeu, c'est de préserver la souplesse et la diversité de ces résidences sociales. On offre des solutions adaptées. Il n'y a pas de, même si on a des solutions classiques, il y a des choses qui s'adaptent à chaque territoire. Et selon qu'il y ait des besoins auprès de certaines populations, sur certains rythmes d'accueil, de saisonnalité, etc. Il faut qu'on puisse garder une souplesse dans l'adaptation des structures à chaque territoire. Et c'est vraiment le travail que tous les opérateurs et que Vivacité fait sur le territoire. Voilà ces principaux enjeux. J'ai été un chouïa long.
Merci beaucoup Sylvain d'avoir présenté les résidences sociales et dans les propos de Sylvain et d'Olivier avant, les élus ont été souvent cités et on a aussi la chance d'en avoir plusieurs dans ce webinaire, mais notamment on va donner la parole à Karine Petit qui est maire du 14e arrondissement de Paris, qui a la chance, et je dis la chance, d'avoir dans son territoire tous les dispositifs de résidence sociale qu'on a cités, y compris des foyers de jeunes travailleurs, résidence habitat jeunes. Quel regard portez-vous sur ces dispositifs en tant qu'élu, en tant que maire? Eh bien, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour eh bien, votre invitation pour pouvoir échanger sur ce sujet extrêmement important. Alors, d'abord, le 14e arrondissement, c'est un arrondissement du sud de Paris, 135 000 habitants. On n'est pas un gros arrondissement, on n'est pas un petit arrondissement, on est un moyen arrondissement. Nous avons, c'est Parc Montsouris, la place d'Enfer Rochereau, la Cité internationale universitaire, pour vous donner des petits repères géographiques. 135 000 habitants, nous avons 22 210 logements sociaux, ce qui nous fait à peu près plus de 31% de logements sociaux selon la loi SRU dans notre arrondissement. Et puis, du coup, je voulais aussi dire que depuis 2020, puisqu'on s'approche de la fin des mandats municipaux, depuis 2020, les logements qui ont été créés pour 60% d'entre eux par de la préemption, donc dans le diffus, dans les immeubles que nous avons réussi à acheter. Alors, réussi à acheter, c'est pas la magie. C'est vrai que la ville de Paris a une politique très, très offensive, très active sur le logement accessible, le logement social, le logement public. Et on a un compte foncier, ma foi, assez musclé, assez bien doté pour pouvoir être très réactif lorsque nous avons la possibilité eh bien, d'exercer notre droit de préemption. Ces petits éléments étant dit, nous sommes, comme vous le savez, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, une ville dense, une ville chère, très soumise à la spéculation immobilière, à la spéculation foncière. Et plusieurs études qui ont été menées récemment, notamment par l'APUR, montrent deux choses. D'abord, enfin, plusieurs choses, mais en tout cas, une chose importante à souligner, c'est que par rapport à la pyramide des âges, à Paris, et à la baisse démographique, il est montré de manière très claire que depuis quelques années, ce qui fait que notre population vieillit, ou en tout cas qu'il y a un effet d'accélération par rapport au vieillissement de la population de notre ville, c'est que les jeunes actifs, les jeunes étudiants, ceux qui démarrent dans la vie professionnelle, n'arrivent plus à s'installer à Paris. Donc, on n'arrive plus à s'installer, donc on n'arrive plus à se projeter et à se créer des perspectives dans notre ville et dans nos quartiers. Du coup, l'outil extrêmement important, y compris par rapport à la situation de la jeunesse, qui est et qui subit de plein fouet et encore plus que d'autres catégories d'âge et sociales, eh bien la précarité et la précarisation, c'est extrêmement important comme élu d'être très attentif eh bien, à ces dispositifs et à ces types de projets de logement spécifiques. Nous, et je les salue vraiment, si vous les connaissez parce qu'ils sont vos collègues ou elles sont vos collègues, c'est un véritable, c'est très enrichissant en tout cas de travailler avec l'ensemble des équipes des foyers de jeunes travailleurs, des pensions de famille qui travaillent sur notre arrondissement ou des résidences sociales ou des centres d'hébergement d'urgence, mais en tout cas des résidences sociales qui soient soit temporaires, mais sur du moyen terme, soit pérennes. Et on passe du temps, et c'est pour nous extrêmement important de passer du temps
pour assurer d'abord une présence de la mairie d'arrondissement, une coordination aussi avec l'ensemble des acteurs qui sont présents sur le territoire. Je Est-ce le que dis vous avez parce rencontré, enfin pardon de vous interrompre, mais ouais. est-ce que vous avez rencontré, parce qu'on sent bien et on sait, alors tout le monde n'est pas parisien ici de l'Île-de-France, mais on sait qu'à Paris, il y a une vraie volonté effectivement de développer le logement accompagné, y compris les pensions de famille, avec le fait enfin, dans ce mandat-là, d'en faire une par arrondissement et de les développer. Donc les élus sont mobilisés. Est-ce que vous avez aussi rencontré dans le cadre de votre mandat des réticences, réticences notamment des habitants? On sait que ça peut être compliqué, on l'a déjà dit. Et comment vous appréhendez ça? Comment vous... Alors, de manière assez simple, bien sûr qu'on en rencontre des réticences. Et du coup, j'écoutais tout à l'heure Manuel Hénin qui disait que par rapport au titre de votre webinaire, tout le monde a besoin du logement d'insertion. À Paris, vous savez, il y a des caricatures parfois qui ont été dites sur les pistes cyclables et quand on se réveillait un matin, on avait une piste cyclable en bas de chez soi. Néanmoins, je pense que en tout cas, on a tous besoin aussi d'insertion dans son logement, qu'on soit d'ailleurs aisé financièrement ou socialement ou culturellement, mais on en a tous besoin et puis on fait en sorte aussi que ce soit sur l'ensemble des quartiers, à l'échelle de tous les quartiers. Je pense que la chose fondamentale, c'est d'abord d'expliquer aux voisines et aux voisins le mécanisme de la préemption et pourquoi le logement public et accessible est extrêmement important dans notre ville, dans nos villes chères et denses. Et puis, c'est de l'explication, c'est-à-dire qu'on y va, on va à la rencontre et puis on montre aussi ce qui s'est fait juste dans le quartier d'à côté. Et ça, c'est un élément qui est très, très rassurant. Et parce que aussi, on connaît tous et on a tous, en tant que citoyenne et en tant que citoyen, une réalité sur ces besoins, à la fois pour la jeunesse et puis à la fois pour un logement accessible. Le logement, c'est un droit fondamental et puis il faut le faire vivre en vrai sur l'ensemble de nos territoires. Ça passe par des réunions en petits comités, des réunions publiques plus larges. Et puis ça passe, comme l'intervenant précédent vient de le dire, par des visites de ce qui se fait à l'autre bout de l'arrondissement ou dans un autre quartier. Et ça, c'est extrêmement important. Ça fait aussi partie des leviers dont je voulais vous parler sur comment, le plus en amont possible, on travaille tous ensemble. Je voulais aussi remercier beaucoup les démarches de plaidoyer qui sont faites par les équipes du réseau du logement d'insertion qui, vous savez, les élus, on reçoit beaucoup de demandes de rendez-vous, mais en tout cas, c'est extrêmement important et là, on va rentrer dans les campagnes municipales et puis il y aura de nouvelles équipes qui vont s'installer dans l'ensemble des communes, qu'elles soient rurales, urbaines, métropolitaines, peu importe. Ne lâchez pas et prenez ce temps pour aller les rencontrer, les élus, les chers élus, aller les rencontrer pour expliquer la différence, en fait. Moi, je l'ai apprise il y a, ma foi, assez peu de temps, entre justement ce qu'est la différence dans une résidence étudiante du Crous, un foyer de jeunes travailleurs ou alors un foyer de jeunes actifs. Et l'accompagnement et les moyens sur l'accompagnement dans l'accompagnement qui est fait avec vos locataires, elle est extrêmement précieuse et importante. Parce que, en fait, c'est aussi pour nous, les services sociaux, les services éducatifs, les politiques de santé, les politiques de transport, les politiques aussi d'emploi et d'insertion, on fonctionne ensemble, en complément, et puis on se renforce les uns les autres, toujours dans l'objectif d'être beaucoup plus utile vis-à-vis et pour les personnes qui sont dans vos résidences ou dans vos foyers de jeunes actifs ou dans vos pensions de famille. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de ce plaidoyer pro logement d'insertion, de ces conseils d'action aussi et qu'on va bien mener parce qu'on sait que
avant les élections, il y a aussi beaucoup de projets qui se mettent en stand-by et qu'il faut repartir après avec les nouvelles équipes ou les équipes réélues. Et évidemment, je pense que tous nos réseaux le feront dès le mois de mars. Alors, on va passer maintenant à un focus, on en a déjà parlé, mais pour redire un certain nombre de choses sur les résidences habitat jeunes, les foyers de jeunes travailleurs, avec Evan Jeanne-Rose, qui est vice-président de l'UNAGE. Bonjour à vous toutes et tous. Donc merci pour l'accueil et puis la possibilité de pouvoir faire un point sur les foyers de jeunes travailleurs. Peut-être juste redire que si je prends la parole, c'est aussi lié au parcours que j'ai eu dans ce réseau, parce que je suis un ancien résident il y a plus de 10 ans maintenant, que j'ai eu la possibilité, parce que c'est un réseau qui a pour attache la question de la participation des jeunes et le fait que les habitants soient à la fois habitants, mais surtout acteurs du projet. J'ai petit à petit pris en charge la gouvernance de l'association où j'étais résident avant, et puis aujourd'hui au national en tant que vice-président, et puis même en représentation au sein du Conseil économique, social et environnemental. Et ça, c'est peut-être la particularité que je voulais mettre en avant pour commencer sur la question des foyers de jeunes travailleurs et du logement d'insertion, puisqu'on parle de loger, mais on avait coutume de dire que c'est bien plus qu'un logement, c'est aussi la possibilité de prendre pied dans la cité et de pouvoir développer des engagements. Donc, peut-être que c'est quelque chose à mettre en valeur des fois dans nos discours. Et puis, je voulais revenir sur CFJT que le CGE2D en 2022 avait reconnu d'utilité sociale, avait réaffirmé ce principe-là. Donc, c'est en écho avec l'introduction qui nous a été faite tout à l'heure. FJT qu'on aimerait évidemment continuer à développer. Alors, on s'appuie sur un contexte que vous connaissez, mais peut-être qu'on profite du webinaire pour se le redire. Qu'on a encore 72% des 20-24 ans qui vivent chez leurs parents en 2020, alors qu'en 2005, il n'était que 53%. Donc, on est dans un processus où les jeunes décohabitent de plus en plus tard, de plus en plus tardivement, et du coup, l'accès à l'autonomie, de ce fait, est impacté par les conditions à la fois du marché locatif, mais aussi les conditions d'emploi et les conditions de ressources des jeunes aujourd'hui qui sont impactées par ces deux dimensions. Du côté des ressources et de leur stabilité professionnelle, on est passé à plus de 57% de jeunes qui sont en emploi précaire. Et qui dit emploi précaire dit contrat d'apprentissage, CDD, intérim. Et donc, tout autant de facteurs qui fait que présenter son dossier auprès d'un logeur dans le parc locatif privé est rendu plus complexe aujourd'hui et plus suspicieux. Et les foyers de jeunes travailleurs, du coup, viennent s'insérer là-dedans pour permettre à ces jeunes qui commencent leur parcours actif, alors via l'apprentissage ou via le service civique ou via des contrats de travail, de trouver un logement qui est relativement pérenne, puisqu'on ne les met pas à la porte au bout de 10 mois. Hein. Ils peuvent y rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans en fonction de leurs besoins, et donc leur permettre aussi d'avoir un tremplin pour entrer dans la vie active. Mais on ne s'adresse pas que à des jeunes travailleurs et travailleuses, on s'adresse aussi à des jeunes étudiants. Bon, finalement, aujourd'hui, être étudiant, c'est aussi travailler. Hein. Pour un étudiant sur deux, il est au travail au moins une fois dans l'année. C'est aussi s'adresser à des jeunes en service civique, c'est aussi s'adresser à tous les jeunes des dispositifs d'insertion qui sont les contrats d'engagement jeunes, les services civiques, etc., que la puissance publique a fait le choix de soutenir, mais que malgré le soutien de la puissance publique, ils vivent avec 600 à 700 euros par mois. Et ce n'est pas suffisant, a priori, pour se loger dans le parc privé. Et donc, le logement d'insertion vient là appuyer d'autres politiques publiques de la jeunesse ou d'action sociale. Et donc, on est au croisement de différents types de politiques publiques. Là-dessus, je voulais vous rappeler quand même qu'on a sorti une étude la semaine dernière sur le reste à vivre en habitat jeune, qui montre qu'après le paiement des charges de loyer, un jeune vit avec 673 euros pour tout, ce qui est beaucoup moins important qu'en dehors du parc social. Alors, ça ne veut pas dire que nos loyers sont plus chers, c'est même plutôt l'inverse. Ça montre plutôt que c'est un loyer très abordable, mais pour des personnes qui ont déjà des ressources très faibles. Et donc, je pense que ça, c'est un des points qui pousse à dire qu'il faut poursuivre le financement et le soutien à un développement du logement d'insertion. Aujourd'hui, on fait face à une difficulté pour développer cette offre-là, parce que l'offre de foyer de jeunes travailleurs, parce qu'elle fait euh, l'offre de foyer de jeunes travailleurs, du coup, fait face au fait qu'il faut avoir à la fois du foncier, du bâti, comme tout le monde. Je pense qu'on est tous pris avec cette difficulté-là. Mais là, on a besoin d'une politique publique qui reprenne en main cette question du foncier, notamment, mais aussi la question du financement en PLAI, pour soutenir et maintenir dans le temps. Mais on fait aussi face à la difficulté de financer l'accompagnement socio-éducatif, c'est-à-dire payer des ressources humaines. Alors, depuis des années, on parle de la crise d'attractivité du secteur, du fait qu'il est difficile de payer des travailleurs sociaux et de les payer dignement pour qu'ils puissent accepter ensuite de travailler longtemps avec nous. Mais de façon générale, c'est plutôt la politique publique, et notamment via les lois de finances de la sécurité sociale ou les lois de finances tout court, qui rendent difficile la possibilité de maintenir nos modèles économiques
Et de façon structurelle, le financement de l'accompagnement socio-éducatif est devenu déficitaire. Ce qui veut dire que nos associations font le choix de maintenir coûte que coûte cet accompagnement pour que des jeunes qui sont atteints dans leur santé mentale, qui sont atteints dans la capacité, parce qu'ils sont en mobilité, à créer du lien avec d'autres jeunes, avec des personnes du quartier, bah, puissent créer ce lien-là, pour que des jeunes puissent avoir encore accès à des loisirs qui ne soient pas que des loisirs, je vais dire, alors téléphoniques, en ce moment, c'est un peu l'actualité, hein, mais qu'on puisse aussi développer d'autres loisirs qui sont en lien avec le territoire, avec de l'activité et qui permettent de faire du collectif. On croit sincèrement côté Habitat Jeune que c'est nécessaire en 2025 et encore plus dans les prochaines années. Voilà pour un petit propos liminaire. Merci. Alors, liminaire est bien complet quand même, mais merci, merci beaucoup d'avoir appelé aussi quelques enjeux qui sont pas que tous, en tout cas, propres aux LJT, résidences sociales Habitat Jeune, mais propres aussi à l'ensemble des résidences sociales sur la production, le fonctionnement, les difficultés de recruter aussi des salariés et puis évidemment sur la situation des personnes logées. En tout cas, merci. Donc, on conclut cette partie-là consacrée à la grande galaxie de ce qu'on appelle les résidences sociales, avec des pensions de famille, résidences accueil, résidences sociales généralistes, résidences sociales jeunes actifs et résidence Habitat Jeune. Avant de parler de l'intermédiation locative, ce que je vous propose, c'est de faire un focus un peu sur la maîtrise d'ouvrage d'insertion. Certains en ont déjà parlé, et ce que développe un certain nombre d'adhérents de nos unions. On va en parler avec Marie Lespère-Chabrier, qui est directrice de l'association Monde en Marge, Monde en Marche, et Alain Lamour, qui est maire de Longpont sur Orge. Et je vous remercie tous les deux d'être là. Ce que je vous propose pour commencer, et vous savez qu'on a un timing bref et serré, mais pour commencer de présenter, alors d'une part un peu l'association et d'autre part un peu votre collectivité, enfin, votre ville et les enjeux du territoire. Et puis après, on passera évidemment sur les projets que vous menez ensemble. Marie Lespère-Chabrier, peut-être pour commencer. Oui, bonjour à toutes et tous. Euh, donc l'association Monde en Marche est née à Longpont-sur-Orge en 2003. Euh, Aujourd'hui, on est présent sur une grande partie du territoire de l'Essonne. On propose du logement tremplin pour accompagner les ménages les plus fragiles vers le logement social pérenne. Donc on a à peu près 200 logements en Essonne et de la pension de famille, dont on a déjà parlé auparavant. Euh, voilà, dans les grandes lignes, je pourrais réexpliquer les spécificités de la MOI après que... Mais évidemment, c'est peut-être Alain Lamour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Longpont-sur-Orge, c'est une petite commune de l'Essonne à 25 km au sud de Paris, 6 500 habitants. Moi, j'ai été élu en 2008. Bon, j'étais pas maire à l'époque, mais à cette époque, il faut savoir que la commune comptait 2% de logements sociaux, avec des communes avoisinantes du style Grigny qui excitaient beaucoup de fantasmes. Et donc, on peut dire qu'à Longpont, on disait qu'il n'y avait pas de pauvres, quoi. Et en fait, il y en avait. D'ailleurs, c'est pour cette raison que Mont en Marge est né. Donc, quand on a été élu en 2008, il y avait un gros volet social autour du logement social. Et Mont en Marge, on s'est beaucoup appuyé sur Mont en Marche pour justement assurer le développement du logement social et notamment tout ce qui est mixité. Et on s'est appuyé sur eux parce qu'évidemment, il y avait une grande proximité avec eux. Donc, on a travaillé très rapidement avec eux. Merci Marie Lespère Chabrier. Alors peut-être un mot, comme vous l'avez déjà suggéré, mais sur ce qu'est la maîtrise d'ouvrage d'insertion, parce que je suis pas sûr qu'ici tout le monde le sache. Alors, en maîtrise d'ouvrage d'insertion ou MOI, euh, notre mission principale, c'est de permettre aux plus fragiles d'avoir un toit décent en produisant une offre de logement à très bas loyer. Et c'est du logement accompagné et adapté aux besoins des ménages en grande précarité. Donc, les grands principes, les grands savoir-faire de la MOI, c'est l'acquisition ou la sécurisation d'un bien immobilier, alors via des bails à réhabilitation ou l'acquisition du foncier.
afin de créer une offre pérenne de logement. C'est ça qui est important. La réalisation de travaux, souvent lourd, hein, quand on fait de la réhabilitation de bâtis anciens, voilà, il faut améliorer la performance énergétique, etc., remettre le logement aux normes. Et puis l'aspect important, c'est la fixation de loyers très sociaux. Le principe du PLAI adapté, pardon, c'est que le forfait loyer plus charge doit être couvert par les APL pour les ménages les plus modestes. Voilà. Et puis un aspect important de la MOI, c'est la gestion locative adaptée. Euh, Systématiquement, on assure une présence de proximité auprès des ménages avec la prévention des impayés, l'accompagnement au savoir habiter, la médiation avec le voisinage, etc. C'est un aspect très important de notre activité. Et puis évidemment, un accompagnement social proposé en fonction des besoins de chaque ménage. L'idée, c'est de pouvoir les accompagner dans leur parcours de vie et leur permettre de se préparer à regagner un logement pérenne. Euh, alors, pour donner quelques chiffres hein, sur notre activité, euh, chez M&M, on propose des logements tremplins dans lesquels les familles restent en moyenne 30 mois avant d'être logées dans le parc social classique. On a un taux de rotation assez élevé, hein, 35 à 40% des familles qui changent tous les ans. Preuve aussi que ça fonctionne, le logement tremplin. Euh, et sur le profil des ménages qu'on accueille, on a 70% de femmes seules avec ou sans enfants, donc famille monoparentale en grande majorité, et 98% de nos locataires vivent sous le seuil de pauvreté. 20% d'entre eux seulement avaient un logement individuel avant d'arriver chez nous. Les autres étaient soit à la rue ou en structure d'hébergement, chez des tiers. Voilà. Ce qui est important à préciser sur la MOI, c'est que on privilégie des opérations à taille humaine. C'est un, 2, 3, 10 logements, essentiellement dans le diffus, pour mieux s'insérer dans le tissu local. Euh, et puis du coup, de cette façon-là, on participe aussi à leur revitalisation des centres-bourgs. Voilà, on adapte les projets à la réalité du territoire sur lequel on est présent. Euh, voilà. Et alors, justement, quelle collaboration, quel partenariat avec la mairie de Longpont-sur-Orge? Alors, avec la mairie de Longpont-sur-Orge, c'est la commune sur laquelle on a le plus de logements. Aujourd'hui, on a 90 logements sur la commune de Longpont, qui est beaucoup. 75 logements tremplins, 15 logements en pension de famille. Euh, Ce qu'on a travaillé avec la commune de Longpont-sur-Orge, c'est vraiment du logement dans le diffus. C'est des opérations, des fois c'est un logement par un logement, des pavillons qu'on réhabilite en deux, trois appartements. L'idée, voilà, c'est de pouvoir reprendre du bâti ancien et de travailler à du logement qui s'insère dans le quartier, dans la relation avec le voisinage et l'existant. Alors, avant de passer la parole à Alain Lamour, que je n'ai pas oublié, bien entendu, il y a une question qui vous est posée sur le fait est-ce que vous avez bénéficié de financement de l'ANA sur vos projets? Sur certains, mais en majorité, on finance nos opérations par du PLAI adapté, en fait, peu par l'ANA. Merci à Alain Lamour. Donc, vous avez expliqué un peu, on connaît mieux pour ceux qui ne connaissaient pas évidemment votre commune. Quel bilan vous tirez de ce partenariat ou comment vous le vivez? D'abord, je vous invite tous à venir à Longpont. C'est très, très joli comme commune. Dès Il ce week-end, je n'y manquerai pas. n'y a pas de souci. Le week-end prochain, c'est le patrimoine. Ah, Euh, je crois que le bilan que j'en tire, je pense qu'il y a un point qui est fondamental, c'est que ça a changé le regard des habitants sur la précarité. Comme je disais tout à l'heure, euh, ça faisait peur, etc. Bon, je ne dis pas que tout est rose et que maintenant tout le monde regarde tout ça avec bienveillance, mais ça a vraiment fait bouger les lignes dans une commune où on ne savait pas ce que c'était que la précarité, où on ne voulait pas le voir peut-être. Il y a un autre aspect, et ça c'est fait parce que justement ce qu'expliquait Marie, c'est que c'est le fait de prendre des petites unités réparties dans la commune, c'est pas un grand ensemble, c'est pas beaucoup de logements, donc ça permet vraiment de changer ce regard-là. Ça apporte évidemment des solutions pour des gens qui en ont besoin et qui n'existent que dans ce genre de structure, qui n'existent pas dans le logement social.
Et puis, il y a un aspect également patrimonial. Je pense plutôt à la pension de famille qui a été faite dans un endroit avec une architecture vraiment bien, quoi, et qui a été très, très belle réhabilitation. Et ça aussi, les habitants le remarquent. Et, et pour finir, nous, de notre côté, la mairie, on essaye d'associer tous ces gens-là à la vie de la commune en les incitant à venir aux fêtes, à participer aux associations, etc. Et je dois dire qu'il y a quand même quelques familles qui sont très très bien insérées et qui sont reconnues comme toutes les autres familles de Lompon. Merci beaucoup. Et s'il fallait donc convaincre un autre élu qui n'a pas ni de pension de famille, ni de résidence sociale, en une phrase, qu'est-ce que vous lui diriez pour justement pour nourrir notre plaidoyer qu'on nous a invités à faire aux nouvelles équipes? Faut y aller. Faut y aller. Ah ben voilà, ça c'est un slogan, bref, court, et ça me va très bien. Donc j'achète le slogan. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation rapide, mais comme dans tout, de la maîtrise d'ouvrage d'insertion, donc qui permet à des associations d'être propriétaires des résidences sociales. Bien évidemment, dans la plupart des cas, c'est aussi un tandem avec entre un bailleur et un gestionnaire qui permet de mettre en place des résidences sociales. Et comme je sais qu'il y a des bailleurs qui sont présents, évidemment, n'hésitez pas, vous non plus, à venir vers nous, venir vers nos adhérents, ou à convaincre. Puisque tous les bailleurs ne sont pas si convaincus que ça par les résidences sociales, à venir aussi convaincre ceux qui devraient ou pourraient l'être. Dernière séquence de notre webinaire, c'est d'évoquer l'intermédiation locative. Et on va le faire avec deux personnes, une directrice d'une association et aussi un élu, donc Carole Lecurieux, qui est directrice de l'AIVS Alizé 17, et Hervé Blanchet, qui est président de la communauté d'agglomération Rochefort-Océan, maire de la ville de Rochefort, et aussi bailleur immobilier. Ce que je vous propose tous les deux, c'est de commencer comme dans la séquence précédente par présenter rapidement votre association, mais aussi les enjeux du territoire pour qu'on puisse mieux identifier un peu qui intervient. Carole Le Curieux. Bonjour à tous, Carole Lecurieux, en charge du développement de l'agence immobilière à vocation sociale de la Charente-Maritime, Alizé 17. Le réseau des AIVS de la FAPIL qui a été créé en 1993, aujourd'hui c'est 57 structures labellisées dans l'Hexagone et en Outre-mer qui logent 37 700 ménages. Les AIVS sont des agences immobilières associatives, des professionnels de l'immobilier et de la location solidaire. 24 600 logements sont gérés par les AIVS, dont 76% en mandat de gestion. Il faut savoir que 75% des personnes qui quittent le parc géré des AIVS conservent leur statut de locataire de droit commun. 82% des personnes qui entrent dans un logement géré par une AIVS n'avaient pas de logement auparavant. Donc, vous l'avez bien saisi, une AIVS se distingue d'une agence immobilière classique au regard du public qu'elle loge. En Charente-Maritime, les missions mises en œuvre par l'AIVS, c'est la double vocation des AIVS, c'est-à-dire la mobilisation de logements issus du parc privé en sécurisant le risque locatif des propriétaires bailleurs, pour permettre l'accès à des ménages qui n'ont pas la capacité à pousser la porte d'une agence immobilière classique qui va leur demander un garant de gagner 3 fois le montant du loyer pour qu'une GAI soit activée. Donc l'AIVS de la Charente-Maritime, elle a été créée en 2010. Elle s'est développée dans un contexte où la réponse en termes de logement social était insuffisante. Au début, la prospection, elle s'est articulée autour du studio et des types 2, parce que la demande des locataires, elle se faisait ressentir sur ces typologies. Le parc public, les logements du parc public sont plus adaptés aux familles, aux personnes seules, aux couples sans enfants. Notre prospection, elle s'est articulée également autour de la production de logements conventionnés avec ou sans travaux. En parallèle, une communication a été développée et dirigée vers les collectivités, des campagnes d'information par le biais de journaux gratuits et de bulletins municipaux. L'AIVS n'a pas fait de prospection dite active. C'est vraiment les propriétaires bailleurs qui se sont présentés par le bouche à oreille
après avoir collecté des informations auprès d'autres bailleurs ou à l'issue d'une information par un partenaire, l'ANA ou bien un opérateur type Solia ou ATX. En décembre 2016, le parc de l'AIVS, c'était 129 logements et 16 logements conventionnés ANA. Donc, en décembre 2016, la DDTM nous a conviés à présenter l'AIVS, organisme d'intermédiation locative, aux communes carencées en logement social. Parce que la mobilisation du parc privé, via un conventionnement ANA, permet de réduire les pénalités loi SRU. Ça a permis le repérage de l'AIVS de la Charente-Maritime par les communes. Les communes, elles se sont saisies des présentations qui ont été faites lors de cette réunion organisée par la DDTL, présentations qui réunissaient les aides de l'ANA et la prime d'IML, qui présentaient les conseils juridiques, financiers et fiscaux qui peuvent être donnés par la DIL et une présentation de l'agence. On a ainsi participé avec l'ANA, la DIL et les opérateurs à des réunions publiques, des forums, à l'initiative de communes et collectivités. Ça a vraiment marqué le début de notre promotion plus de l'offre locative sociale privée. On dispose de notre propre brochure pour communiquer auprès des bailleurs et lors d'événements, mais également de la plaquette FAPIL AIVS, qui est un très bel outil de communication. À ce jour, en Charente-Maritime, l'AIVS, elle est présente sur 12 EPCI sur 13, plus de 300 logements sont gérés, et le parc est à 65% conventionné ANA. Après cette mise en situation, je vais laisser la parole à Monsieur Hervé Tout à Blanchet, fait, Monsieur Hervé Blanchet. président Vous avez la parole. d'une collectivité, maire de la ville de Rochefort, pour un portrait du territoire, de son territoire. Enlever le micro. Ah, voilà. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, le nom, si, le nom mentionné est bon maintenant. C'est la même journée. Donc, ravi de participer à ces échanges. Vous faire un portrait rapide de l'agglomération Rochefort-Océan. Notre agglomération, c'est 25 communes. Alors, moi, je suis maire depuis 2014 et président d'agglomération depuis 2014. C'est mon deuxième mandat. Agglomération composée de 25 communes avec une ville-centre qui est Rochefort, l'agglo 66 000 habitants et la ville-centre 23 500 habitants à peu près. Donc une ville-centre importante par rapport aux communes voisines. Un territoire particulier, rural, esturien, on a l'estuaire de la Charente, également littoral, urbain, périurbain. Et on a aujourd'hui plutôt une tendance à attirer des personnes âgées, on ne va pas se mentir, beaucoup de retraités, et qui ont les moyens d'acheter des biens chez nous et au détriment malheureusement de nos jeunes ou des familles qui sont sur le territoire. Donc, on est dans un cycle aujourd'hui de pression immobilière qui est une réalité, hein. On n'a évidemment pas beaucoup de foncier. On a aussi beaucoup de contraintes telles que la loi littorale, mais également à Rochefort, on a un PSMV, un plan de sauvegarde de mise en valeur, qui n'est donc pas toujours évident pour la réhabilitation. Ça fait un peu peur à des investisseurs, notamment aux bailleurs. On a un parc de logements privés, pour information, de 39 600 logements en 2022, avec malgré tout 78,7% de résidences principales. On pourrait penser Charente-Maritime, Rochefort, beaucoup de résidences secondaires et pas beaucoup de résidences principales. Ce n'est pas le cas chez nous, heureusement, contrairement à l'île d'Oléron où là-bas c'est une catastrophe, hein, où il y a probablement 70% de résidences secondaires. On a 13% de résidences secondaires et 7,6% de logements vacants. Ce qui est important également de savoir, 63% des résidences principales sont occupées par des propriétaires occupants. Et donc, on a voilà, une part importante d'occupation des résidences principales. Et le caractéristique du parc social est le suivant. On a 3300 logements dans le parc social répartis sur 12 communes, mais Rochefort, on a 81% du parc à Rochefort. C'est-à-dire qu'on a à peu près 2700 logements sociaux sur la ville de Rochefort. C'est pas neutre, hein. Composé de T3, T4, avec un besoin aujourd'hui de T2, clairement. On le voit bien avec le desserrement de la population, on a besoin de T2. Un parc privé conventionné ANA. On a 286 logements conventionnés avec l'ANA, social ou très social, et 58 logements sont confiés à Alizé 17, que a présenté à l'instant Madame Lecurieux, sous le dispositif d'intermédiation locative. Une forte tension dans le logement, la demande de logements sociaux. Nous avons aujourd'hui près de 2300 demandes en attente
Et la première commune demandée, évidemment, Rochefort, puisque c'est une ville-centre avec tous les services possibles. Et c'est une augmentation de 36% depuis 2020. Donc, c'est très important. On a une augmentation vraiment très importante depuis 2020 pour des logements sociaux et on ne peut pas y répondre, évidemment, comme on le souhaiterait. Le délai moyen d'attribution est près de 2 ans, hein. Le délai d'attribution, aujourd'hui, 22 mois. On a 4 communes SRU sur l'agglomération, avec certaines qui sont malheureusement carencées aussi à l'amende. Moi, je voulais parler surtout du contexte de partenariat avec Alizé 17 et l'agglomération. Donc, ça fait près 10 ans maintenant, hein, déjà, dès novembre 2015, que les élus de l'agglomération on s'est engagés à financer 100% la première année de gestion locative à tout bailleur privé ayant rénové un bien, avec un conventionnement social ou très social dans le cadre du programme d'intérêt général. Pourquoi on a fait ça? Parce que on le sent bien, les bailleurs ou les investisseurs ont des craintes, ont des peurs, n'osent pas y aller. Et donc, on a besoin de rassurer. Et le fait d'avoir un conventionnement avec l'ANA, d'avoir une aide, eh bien, ça lève le frein et ça permet des investissements. La Caro finance la première année de gestion locative en prenant en charge les honoraires de l'agence de gérance, pardon, la garantie des loyers impayés, les détériorations immobilières et de protection juridique. Donc, ce n'est pas rien et ça incite malgré tout des bailleurs à passer le cap et à s'engager. Donc, on a souhaité confier cette gestion à l'ISE 17. Pourquoi? Parce que c'était une agence connue favorablement sur le territoire. Donc, ça rassure également d'avoir des gens sérieux, compétents et qui sont des partenaires. Le dispositif a été reconduit en 2019-2023 au travers de l'OPA RU. Et donc aujourd'hui, franchement, nous, on est très fiers de ce qui a été engagé. Donc la Caro, l'agglomération, on prend la première année et les communes s'engagent également sur la deuxième, troisième année, et ce qui est le cas donc, de plusieurs communes, dont Rochefort. Ce qui est très important à retenir, c'est qu'on n'a pas voulu faire une usine à gaz, on a voulu quelque chose de simple. Donc on a un règlement d'aide simple, une convention entre l'agglomération et Alizé 17 et une convention évidemment avec le propriétaire bailleur et l'agglomération. Voilà. Et chaque semestre, c'est l'agence qui nous nous transmet un récapitulatif des dépenses des logements à financer. Donc tout se passe très bien et le paiement s'effectue directement auprès de Alizé 17. Donc ça facilite l'instruction et le suivi des dossiers. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Après, je pourrais parler longuement, mais je crois que j'ai déjà dépassé mon Mais temps. je pense que c'est déjà suffisant, en tout cas, pour nous Voilà. rappeler, nous donner le contexte local et les conditions du partenariat avec Alizé 17. Peut-être, Carole Le Curieux, justement, comment de votre côté, vous voyez ce partenariat et quel bilan vous en tirez? Alors, c'est un partenariat phare qui a permis la mobilisation de 45 logements en mandat de gestion, 10 logements conventionnés sociaux sur la période du pic de 2016 à 2018, 35 logements conventionnés sociaux sur la période de l'OPA-RU 2019-2023. On a animé des réunions de promotion de ces dispositifs habitat auprès de la population dans le cadre de réunions publiques avec l'ANA, la DIL et Solia. Donc, je tiens à souligner le travail entre Solia Charente-Maritime de Sèvres et la UVS de la Charente-Maritime, un travail conjoint et complémentaire. C'est un partenariat vraiment naturel qui s'est mis en place, puisque le lien avec Solia Charente-Maritime de Sèvres permet, dans le cadre d'opérations programmées, comme dans le cadre de l'OPA-RU de la Caro, de remettre sur le marché locatif des logements décents aux normes d'habitabilité. Donc, vraiment un partenariat pour un meilleur habitat, donc un meilleur habité. Donc, issu du partenariat de la Caro, un parc de 45 logements à loyer abordable avec une belle étiquette énergétique, essentiellement sur les villes de Rochefort et Tonnet-Charente. Des grands logements à hauteur de 53%, 86% sont des appartements. Concernant le public logé, dans le cadre de ces 45 logements mobilisés, il y a 8 logements qui sont fléchés Action Logement, c'est-à-dire que les candidatures elles sont issues de la plateforme Ali, d'Action Logement, et on collabore avec Action Logement pour l'attribution de 8 logements. Et 8 logements sont loués à l'association Altea Cabestan, qui est sur le territoire de Rochefort, au titre de sa mission de location sous location. Et ça vise un glissement du bail après l'accompagnement des ménages.
Il est important pour la Caro de loger des personnes employées en difficulté d'accès au logement, comme les nouveaux arrivants, mais également les salariés. Et il est également important de souligner qu'en Charente-Maritime, le choix du candidat locataire présenté par l'AIVS revient au propriétaire bailleur. Après que l'AIVS lui ait présenté 2 à 4 candidatures, répondant au plafond de ressources du conventionnement ANAR et en adéquation, bien sûr, aux conditions de location. 26% des ménages sont rentrés dans ces 45 logements étaient hébergés chez les tiers. 49% étaient issus du parc privé et 11% du parc public. Les autres ménages logés, c'était des personnes en CADA mineurs non accompagnés, en structure d'hébergement d'insertion, en habitant indigne, menacées d'expulsion. Et il y a eu une mutation dans le parc de la l'AIVS au motif d'un changement de composition familiale. Donc, on sécurise la relation propriétaire-locataire. Euh, Cette sécurisation du risque locatif, elle est propre aux AIVS et elle se distingue à nouveau d'une agence immobilière classique, puisque les AIVS vont mobiliser la garantie Visale, qui est un produit Action Logement, une assurance gratuite, mais également le produit d'assurance sur mesure pour la gestion du parc des AIVS, qui a été choisi par les élus communautaires dans le cadre du financement de notre gestion locative. Les locataires, ils sont accompagnés dans un parcours locatif adapté à leur situation, mais autonomes socialement et financièrement quand ils accèdent à un logement de droit commun. On met en œuvre une gestion locative adaptée qui a été évoquée dans la précédente présentation. Donc, c'est une gestion individualisée des locataires et un accompagnement des bailleurs en amont et tout au long de la location. On met en place une gestion proactive des éventuels impayés avec l'intervention de notre travailleur social auprès des ménages s'il y a des difficultés, mais on collabore avec les services, les acteurs sociaux comme la délégation territoriale, le CIAS, CCAS. On effectue une visite technique annuelle du logement. Ça permet de veiller au bon usage du logement et de prévenir la question des petites réparations. Notre travailleur social participe à ces temps de visite annuelle technique parce que pour lui, c'est un espace privilégié pour soulever des problématiques éventuelles. Et enfin, Alizé 17 est adossée à une structure sociale, l'association Altea Cabestan, qui œuvre pour des missions logement, hébergement. Ça nous permet de disposer d'une gamme d'outils diversifiés pour apporter des réponses adaptées en cas d'incident éventuel ou de relogement nécessaire. À l'issue du... Merci. Peut-être, je suis désolé de vous couper, mais je pense qu'on a bien compris l'enjeu Nickel. et les résultats du partenariat, mais je voulais repasser la parole pour conclure avec à monsieur Blanchet, peut-être sur les enjeux que vous voyez futurs, et puis un peu peut-être la même question que j'ai posée à Alain Lamour, je crois que vous ne pouviez pas être connecté, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais qui était un élu d'une autre commune. Finalement, qu'est-ce que vous pourriez dire à un maire, un élu, pour convaincre de faire un partenariat alors sur l'IML, mais peut-être aussi, je ne sais pas si vous en avez sur votre territoire, des pensions de famille, des résidences sociales. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à un élu pour le convaincre? J'ai entendu tout à l'heure le collègue dire il faut y aller. Et alors moi, j'y suis allé. Ce qu'il faut, en fait, on a on s'appelle un opérateur bailleur social communautaire sur le territoire qui, à un moment donné, a des moyens limités, des capacités d'investissement limitées. Et on ne peut pas tout demander aux bailleurs sociaux. Et donc, régulièrement, au conseil municipal, je réitère le fait que des privés peuvent s'engager et obtenir effectivement, avec des aides, des moyens de réhabiliter et d'offrir des logements sociaux sur le territoire. Donc, je crois que la clé, c'est d'avoir la connaissance de tout ça, effectivement, la communication, de le faire savoir. Évidemment, en étant élu, je connaissais le dispositif et j'ai été franchement très fier. J'ai fait une SCI familiale avec mes enfants pour réhabiliter un petit immeuble à Rochefort totalement dégradé. Alors, ça va coûter plus cher que prévu, malheureusement, parce que c'était juste après le Covid que c'était engagé et les coûts ont explosé, mais je ne le regrette pas. Du coup, j'ai participé, à améliorer une partie de ma ville, dans une ville, dans une rue pénétrante, un immeuble qui était totalement dégradé, qui est réhabilité, et de permettre d'offrir à une personne à des revenus très modestes de pouvoir se loger. Donc, c'est vraiment la communication pour moi qui est la clé du succès, de communiquer, de faire savoir et que les gens s'approprient les dispositifs car ils sont vraiment, franchement, très, très intéressants. Écoutez, merci beaucoup de ces témoignages. On arrive pardon, à la fin de ce webinaire.
Alors qu'on a mené un peu à la hache, je dirais, pour présenter l'ensemble des dispositifs du logement d'insertion. Bien entendu, vous pouvez retrouver plus d'éléments à la fois sur nos sites internet et surtout venir en contact auprès des unions organisatrices, donc les acteurs du logement d'insertion qui regroupent la FAPIL, Solia, l'UNAFO et l'UNAGE, et bien entendu aussi auprès de tous nos adhérents. On aura l'occasion de revenir sur tous ces sujets et même d'aller plus dans le fond, dans les détails d'un certain nombre de sujets dans les semaines et les mois qui viennent, dans le cadre d'autres webinaires, réunions, journées territoriales. Les élections municipales dont on a parlé aussi, qu'on a évoquées, nous donneront aussi l'occasion de revenir sur un certain nombre de sujets auprès des nouvelles équipes. Et je tiens à remercier particulièrement les trois élus qui sont venus. C'est pas toujours simple de trouver des élus qui viennent parler du logement d'insertion, et donc c'est toujours utile d'avoir des ambassadeurs. Mais je remercie aussi l'ensemble des associations qui ont participé et aussi Sophie, qui est habitante, Sophie Damourette, qui est habitante de la pension de famille. Merci à tous. Le logement d'abord, faut y aller. Nous, on y est, on y va. Allons-y ensemble. À bientôt. Merci de votre écoute Merci. et bon courage. Au revoir. Merci Merci, au beaucoup. revoir. Merci. Au revoir. Merci Au à revoir. tous. Merci. Au revoir, merci. Merci beaucoup.